Vous savez, comme je le dis toujours, si vous lisez Sun Tzu ou d'autres stratèges du passé, vous savez que l'une des pratiques en temps de guerre est de se présenter comme plus faible qu'on ne l'est réellement. Or, dans ce conflit, qui a présenté les Russes comme plus faibles qu'ils ne le sont? L'Occident. Donc les Russes n'ont même pas besoin de faire de la propagande ou de la désinformation. Les Européens l'ont fait à leur place. Bonjour à tous. Ici Pascal, des études sur la neutralité, et aujourd'hui je m'entretiens avec un compatriote, le colonel Jacques Baud, ancien analyste du renseignement militaire de l'armée suisse, qui a également travaillé par la suite comme chef des armes légères et de petit calibre, ainsi que de l'action contre les mines au sein de la division des affaires politiques et de la politique de sécurité de l'OTAN. Il a été l'une des voix de la raison sur de nombreuses chaînes YouTube et divers autres médias. Je suis donc très heureux qu'il soit avec moi aujourd'hui. Colonel Baud, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. C'est fantastique de vous avoir parmi nous, car vous avez des années d'expérience, d'abord dans l'armée suisse, puis également en lien avec l'OTAN. Vous avez travaillé dans l'environnement européen de l'après-guerre froide. Je me demandais comment vous percevez aujourd'hui, ces 3 dernières années, du spectacle d'horreur auquel nous avons assisté entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi le spectacle d'horreur plus large en Europe. Il semble que tout le monde pousse encore à la guerre, en particulier les Européens, qui semblent très effrayés à l'idée d'avoir une forme d'accord de paix réaliste. Un accord que les Américains essaient justement de promouvoir et vers lequel même la Russie dit travailler. Comment comprenez-vous la situation actuelle? Tout d'abord, ayant, comme vous l'avez dit, fait partie de l'armée suisse pendant un certain temps et travaillé ensuite pour le ministère des Affaires étrangères, et ayant été impliqué dans les relations internationales, et d'ailleurs grâce à mes études à l'Institut de hautes études internationales à Genève, ce qui me frappe, c'est le désastre total de la diplomatie, de manière générale. À l'échelle mondiale, si je puis dire, y compris les États-Unis et tout cela, et au niveau européen, évidemment, avec une Europe incapable, malgré l'existence d'une diplomatie institutionnelle, de l'utiliser ou n'étant pas capable de l'utiliser, ou n'ayant même pas les capacités intellectuelles pour le faire. C'est donc un point très intéressant. Et à ce niveau aussi, parce qu'on pourrait s'y attendre, sur la base de l'expérience passée, sur l'expérience du XXe siècle avec les 2 guerres mondiales, la guerre du Vietnam, le conflit avec Cuba, l'Iran, et j'en passe. La Suisse a toujours joué un rôle central dans la diplomatie. Et aujourd'hui, on constate que la Suisse est totalement mise à l'écart. Et c'est presque une sorte d'allégorie du statut de la diplomatie, je pense, dans ce pays. Le désastre de la diplomatie se reflète en 2 aspects. Tout d'abord, il y a l'absence totale de communication entre l'Occident et la Russie, ce qui signifie que nous avons même coupé toutes les lignes de communication. Et si l'on parle du dialogue qui a repris entre les États-Unis et la Russie ces derniers mois, il s'agit principalement de rétablir cette ligne de communication, plutôt que de discuter du contenu de la paix concernant l'Ukraine. La première question était de reprendre ou de rétablir la ligne de communication, ce qui signifie que ces lignes de communication ont été drastiquement coupées. Je pense que c'est exactement le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre de la diplomatie, car j'ai participé à de nombreuses résolutions de conflits pour l'ONU, en Afrique et au Moyen-Orient. Mais vous pouvez voir que même dans les situations les plus graves,
On essaie de maintenir une ligne de contact. On essaie de garder une ligne de communication, juste pour échanger. Même si l'on n'est pas d'accord sur le fond du conflit, au moins on parle. Mais cela a même disparu en Europe. C'est la première chose qui me frappe. Le deuxième point, comme vous l'avez dit, c'est que je viens du renseignement stratégique. Et le fait que nous ne communiquions pas les uns avec les autres, entre adversaires, si vous voulez, signifie que nous ne nous comprenons pas. Et c'est, je pense, la pire partie de toute cette histoire. Et nous voyons que, dans les différentes tentatives des États-Unis pour résoudre le conflit, ou pour rétablir, ou pour essayer de mettre les Ukrainiens et les Russes à la même table de négociation, ils n'ont pas réussi à combler le fossé de compréhension entre les deux acteurs. Et cela est extrêmement fascinant, car il semble que, au moins du côté occidental, car du côté russe, c'est différent, on essaie de comprendre. Et je pense que les Russes nous comprennent bien mieux que nous ne les comprenons. Et ce n'est pas nouveau. En fait, si l'on regarde la manière dont l'Occident a abordé des conflits tels que l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran et même le conflit palestinien, on constate qu'il y a une impression que la vision occidentale prédomine sur le reste, et donc que nous n'avons pas besoin de comprendre les autres. Et dans la plupart des cas, par le passé, nous avons imposé notre paix d'une manière ou d'une autre, ou nous avons acheté notre paix en quelque sorte. Ainsi, nous pouvions contourner le fait que nous ne comprenions pas les gens. Mais dans ce conflit, où pour la première fois en Europe, nous avons un affrontement entre pairs, pour ainsi dire, cela signifie que nous n'avons pas affaire à une milice quelque part au Moyen-Orient ou à un groupe terroriste ou à des choses de ce genre qui n'ont pas d'importance technologique ou économique ou autre. Non, nous parlons d'une superpuissance qui se tient devant nous. Et par conséquent, nous ne pouvons pas éviter, nous ne pouvons pas contourner le problème de les comprendre. Mais malgré tout, nous n'essayons même pas de les comprendre. Et c'est exactement ce que l'on observe aujourd'hui concernant les négociations entamées par l'administration Trump. Il existe désormais un fossé entre les deux camps. Et des personnes comme Keith Kellogg n'ont toujours pas compris précisément ce que font les Russes en Ukraine, ni pourquoi ils y sont. C'est là l'aspect clé. D'ailleurs, la diplomatie consiste aussi à comprendre l'ennemi, à comprendre l'adversaire. C'est la raison pour laquelle il existe la Convention de Vienne, qui accorde l'immunité aux diplomates, parce qu'ils doivent être la ligne de contact, la ligne de communication entre différents adversaires. Le but est de comprendre ce que veut votre adversaire, ce qu'il vise, et ce genre de choses. Nous avons échoué sur toute la ligne. Je pense que nous avons ici l'exemple de siècles de diplomatie qui se sont simplement effondrés dans ce conflit. Désolé. Non, vous soulevez un point crucial. Cette question de ne pas comprendre l'autre et de ne pas comprendre la Russie est au cœur non seulement du problème que nous voyons actuellement, mais aussi de ce qui alimente le conflit du côté européen. Et je me demande si cela n'est pas voulu, et je ne parle pas d'un complot ou quelque chose du genre. Je veux dire, vous savez, la conception, la logique même du conflit, que l'Europe, depuis très longtemps, pour les guerres que nous avons vues au cours des 500 dernières années, s'est souvent appuyée sur le contrôle du récit, n'est-ce pas? Le contrôle du récit sur la nature de la guerre. Est-ce une guerre sainte? Est-ce, vous savez, les guerres saintes au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Les croix... Pardon, quel est le mot? Quand les anglo-saxons et tout le monde sont allés en Terre Sainte pour les croisades, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, vous voyez cette domination du récit. Et ce que nous constatons en ce moment également, ce qui est l'une des choses les plus frustrantes, c'est que le camp européen tente sans cesse d'imposer un certain type d'interprétation. Et toute personne comme nous qui s'oppose à cette interprétation et dit « Les amis,
C'est plus compliqué. Il faut prendre en compte le point de vue russe, se fait alors diffamer et insulter. Au point que désormais, l'Union européenne, pour la première fois, a imposé des sanctions à 2 citoyens de l'Union européenne, à 2 Allemands, ce qui est vraiment, vraiment extrême à mes yeux. Mais il s'agit de journalistes, des Allemands qui vivent en Russie et qui rapportent en anglais et en allemand ce qui se passe en Russie. Et cela, bien sûr, avec l'interdiction de RT, de Sputnik, etc. C'est un problème auquel l'Europe est confrontée pour la première fois. Le contrôle du récit. Et comme vous l'avez dit, il est beaucoup plus facile de l'imposer en Afghanistan ou en Syrie parce que personne ne comprenait ce que disait M. Assad de toute façon. Et personne n'écoutait. Par conséquent, vous pouvez dominer. Et si vous affirmez qu'il a utilisé des armes chimiques contre des civils innocents, cela devient alors un fait, même si l'OIAC et d'autres disent le contraire. Vous pouvez éclipser tout cela. Mais cette fois-ci, pour la première fois, le contrôle du récit n'est plus aussi évident, n'est-ce pas? Et la Russie est en réalité très habile et comprend. Vladimir Poutine comprend l'anglais et l'allemand. Et les Russes ont un grand avantage sur les Européens. Mais tout cela semble créer beaucoup de colère en Europe. Le voyez-vous aussi de cette façon? Vous savez, si vous voyez mes cheveux gris, je suis probablement un peu plus âgé que vous, et j'ai vécu pendant la guerre froide. À cette époque, par exemple, on pouvait acheter la Pravda ou la Literaturnaya Gazeta et tous ces journaux à n'importe quel kiosque en Occident, en Suisse, à Berne. Je peux me tromper, mais je crois même avoir vu la Krasnaya Zvezda, qui était le journal militaire de l'armée soviétique à l'époque, dans des kiosques en Suisse. Donc, pendant la guerre froide, nous n'avions pas tellement peur de la propagande ou autre, parce que les soviétiques étaient évidemment aussi désireux de faire de la propagande. Mais pourquoi cela? Parce que nous étions convaincus et confiants que notre façon de penser était la bonne. Et donc, nous n'avions pas besoin d'aucune forme de censure ou de choses de ce genre. Nous n'en avions pas. En fait, les Soviétiques pratiquaient la censure, mais pas nous. Parce que nous étions convaincus que ce que nous pensions était juste. Quand on commence à instaurer la censure, cela signifie qu'on n'est plus si sûr que ce que l'on fait est juste. Et c'est une explication tragique à cela. Et vous le voyez en Allemagne. Il n'est pas surprenant que les Allemands appliquent la censure et tout cela, car en réalité, c'est le pays où les gens remettent probablement le plus en question l'implication du gouvernement dans la guerre en Ukraine. Et pour cette raison, la légitimité des décisions prises par le gouvernement n'est pas si solide. Par conséquent, il faut de la censure. Or, l'information fonctionne exactement selon un principe darwinien. La bonne information, au final, survit en ce sens. C'est mon explication, une compréhension schématique de cela. On ne peut pas imposer une vision des choses indéfiniment. Les Soviétiques ont essayé de le faire, et cela a échoué. Maintenant, nous essayons de le faire, et cela échouera. En fait, la raison pour laquelle nous ne sommes pas si confiants, pourquoi notre position n'est pas très solide, c'est le fait que tout ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine avait déjà été décrit dans des rapports auparavant. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, certaines personnes avaient en tête le scénario que nous observons aujourd'hui. Par conséquent, la légitimité de ce que fait l'Ukraine aujourd'hui et de ce qu'elle a fait dans le passé, d'ailleurs, car nous savons, et je pense que c'est aujourd'hui incontesté, que le gouvernement démocratiquement élu de Yanukovych a été renversé. Et je vous rappelle qu'au moment de son élection, l'OSCE a observé le scrutin et l'a considéré comme un exemple de démocratie. Mais il a été élu démocratiquement. Donc maintenant, nous avons renversé cela. Et bien sûr, il faut maintenant dissimuler cela. Et puis toutes les décisions qui ont été prises depuis
concernant la langue, qui était essentiellement la première décision prise par le gouvernement non élu le 23 février 2014, et toutes les décisions suivantes, toutes ces décisions étaient illégitimes, et nous le savons. C'est pourquoi il nous faut un récit, et c'est pourquoi le récit est si important, et il est devenu encore plus important aujourd'hui quand on parle de la situation. Je veux dire, si vous comparez la situation sur le terrain et ce qui est dit dans les médias, vous constatez un décalage total entre ce que nous voyons, l'avancée des forces armées russes, et l'optimisme d'Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz et ainsi de suite, qui pensent qu'une victoire est possible. On ne sait même pas ce que serait une victoire. Mais bon, ils disent que c'est possible. Et ce décalage, en fait, menace le soutien que nous apportons à l'Ukraine. C'est pourquoi, pour l'Ukraine, le récit est si vital, car tout le soutien qu'elle reçoit repose sur le récit selon lequel les Russes font de mauvaises choses, etc. Et vous savez tout cela. Et cela montre la distorsion que nous avons dans le paysage de l'information, d'un côté, parce que nous ne sommes pas certains que ce que nous faisons est la bonne voie, pour ainsi dire. Et le deuxième aspect, c'est que désormais le récit est devenu la justification du soutien vital que nous apportons à l'Ukraine. Et cela crée une sorte de distorsion dont les Russes peuvent tirer profit. Comme je le dis toujours, si vous lisez Sun Tzu ou ses stratèges du passé, vous savez que l'une des pratiques en temps de guerre est de se présenter comme plus faible qu'on ne l'est réellement. Or, dans ce conflit, qui a présenté les Russes comme plus faibles qu'ils ne le sont, l'Occident. Les Russes n'ont donc même pas besoin de propagande ou de désinformation. Les Européens l'ont fait à leur place. Et en réalité, tout le récit que nous avions est en train de changer un peu, car il n'est évidemment pas tenable. Mais ce que nous avons entendu au cours des 3 dernières années, c'est que les Russes étaient faibles. Ils n'avaient pas de munitions, ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas d'officiers, ils n'avaient rien. Et en fait, ils étaient sur le point de s'effondrer parce que l'économie était en faillite et que c'est un pays qui se fait passer pour une station-service ou une station-service qui se fait passer pour un pays et des choses de ce genre. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Si vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron le 5 mars de cette année, il a dit que la principale menace pour la France, c'est la Russie, parce qu'ils sont prêts, après l'Ukraine, ils attaqueront l'Europe. Vous voyez donc ce décalage total entre ce que nous disons à un moment donné et ce que nous disons à un autre moment. Le décalage entre ce que nous observons sur le terrain et ce que nous affirmons par ailleurs. Cela montre aussi l'incohérence de notre leadership. C'est une chose, mais cela révèle aussi quelque chose de probablement plus important et sans doute plus préoccupant, le fait que les citoyens ne s'en soucient plus. Et cela, c'est particulièrement frappant dans des pays comme la Suisse, qui possèdent une très forte tradition démocratique. Nous ne remettons plus vraiment en question le gouvernement. Nous ne remettons plus vraiment en question. Il y a une sorte de fatalisme qui s'est installé non seulement en Suisse, mais dans toute l'Europe. Mais je trouve cela plus dramatique en Suisse que dans d'autres pays parce que nous sommes habitués à la démocratie. Les Français ne sont pas habitués à la démocratie. Ils ne savent pas ce qu'est la démocratie. Ce n'est qu'un mot pour eux, mais ils ne vivent pas la démocratie. C'est une monarchie où l'on élit simplement le roi. C'est le modèle de la France. Donc, ils ne savent pas ce qu'est la démocratie. En Suisse, nous savons ce qu'est la démocratie. Mais même ici, nous voyons que la démocratie meurt un peu, parce que les gens s'en fichent. Et probablement à cause de tous les mensonges qui circulent. Les gens en ont assez de ces conflits. Et il n'y a qu'une toute petite partie de la population qui parvient à garder de l'intérêt pour ce qui se passe. Désolé.
Merci pour cet excellent aperçu. Cela m'amène à deux questions. La première est, pourquoi pensez-vous que cela soit devenu un effort entièrement européen? D'un côté, nous savons que la puissance dominante, ce sont les États-Unis. Et nous savons que ceux qui ont élaboré les jeux de guerre, les plans de guerre, et ceux qui ont prédit « Oh, nous pouvons utiliser l'Ukraine et en faire un second Afghanistan, et vous savez, combattre les Russes avec cela. » Tout cela vient des cercles néoconservateurs aux États-Unis. Et nous comprenons clairement qu'au niveau structurel, il s'agit évidemment d'une guerre Russie-États-Unis. Certains appellent cela une guerre par procuration. Je parle de guerre d'application parce que l'Ukraine est le partenaire d'application du côté occidental. Mais les Russes se battent désormais entre eux, n'est-ce pas? C'est le niveau structurel. Mais les Européens suivent le mouvement, et ils sont devenus plus papistes que le pape pour pousser cela. Seuls, très peu d'entités politiques européennes, comme les Hongrois et les Slovaques, disent « Nous ne devrions pas faire ça ». Même les Suisses sont impliqués là-dedans. N'est-ce pas? Comme toujours, l'Europe est prise dans plusieurs couches, et les Suisses sont simplement à un autre niveau. Mais nous sommes aussi impliqués là-dedans, au moins idéologiquement. Pourquoi cela est-il devenu un phénomène européen dans son ensemble? Et deuxièmement, le dernier point que vous souleviez concerne le fatalisme. Pensez-vous que cela soit quelque chose qui s'est produit au cours des 30 dernières années? Parce qu'il y a aussi cette demande qui est apparue, surtout pendant le Covid, mais déjà avant. Faites simplement confiance à votre gouvernement. Faites simplement confiance. Nous voulons de la confiance, et vous devez faire confiance. Et si vous ne faites pas confiance au gouvernement, alors c'est vous qui avez un problème. Cette idée de remise en question critique, quelque chose qu'on nous enseigne dans les manuels scolaires, a complètement disparu ces dernières années. D'où pensez-vous que cela vient? Pourriez-vous répondre à ces deux questions? L'Europe et la confiance. En fait, la dimension commune aux deux questions est le manque de leadership. Nous avons un leadership faible en Europe en général, je veux dire dans le monde en général. Et si l'on regarde le type de personnes parmi lesquelles nous devons choisir lors des élections, aux États-Unis par exemple, quand on voit qui les Américains avaient à choisir, c'est tout simplement incroyable. C'est pareil en France, pareil au Royaume-Uni, pareil en Allemagne. On n'a pas de personnalité très marquée ou d'individus avec une dimension, disons, psychologique ou politique distincte. On a toujours des personnes qui sont fondamentalement insignifiantes, intellectuellement, moralement, politiquement. Nous avons ces personnes qui, très souvent, manquent d'une véritable expérience de leadership, manquent d'expérience de vie, manquent d'expérience professionnelle, manquent de vision, manquent d'ouverture intellectuelle, et ainsi de suite. Parce qu'au fond, le manque d'ouverture intellectuelle est en réalité le résultat de toutes les autres insuffisances. Lorsque vous êtes contraint, lorsque vous ne pouvez pas comprendre votre monde, alors vous vous concentrez sur une sorte d'approche idéologique des choses, parce que c'est votre solution. C'est probablement l'aspect commun à vos deux questions. Mais si je commence par la première question, évidemment, l'alignement de l'Europe avec les États-Unis n'est, tout d'abord, pas complètement surprenant. Il existe certaines dimensions institutionnelles qui peuvent l'expliquer, l'OTAN en étant une, et probablement d'autres aspects qui lient l'Europe et les États-Unis. Et au cours des 30 dernières années, toutes ces guerres que les États-Unis ont commencées, l'Europe a suivi. Et même lorsque les Français ont refusé d'aller en Irak en 2003 avec Jacques Chirac, eh bien les Français sont allés en Irak en 2014 avec François Hollande. Donc à un moment donné, il y a cette forme de convergence contre un ennemi extérieur, qui était alors considéré comme l'islam.
Et donc il y a cela. Il y a donc un ensemble de facteurs qui l'expliquent. L'un d'eux, que je peux, disons, décrire par expérience, car j'ai passé 5 ans à l'OTAN. Et ce qui m'a frappé là-bas, c'est l'influence qu'a ce que Donald Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe au sein de l'OTAN. Et en Europe, en gros, il y avait ces pays qui ont accepté l'idée d'aller en guerre en Irak en 2003. Et ce sont essentiellement les États baltes, la Pologne et la Hongrie. Je veux dire tous ces nouveaux membres de l'OTAN, en fait. Et l'ancienne Europe, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, et tous ceux qui ont remis en question l'utilité de faire la guerre en Irak. Et aujourd'hui, nous avons cette division, et nous voyons la même division au sein de l'Union européenne. C'est sans doute moins évident aujourd'hui, parce qu'il y a des gens comme Emmanuel Macron, etc., qui ne savent pas vraiment où ils vont. Mais si vous parlez aux militaires, vous pouvez voir, et c'était le cas à l'OTAN, car les militaires sont fondamentalement, essentiellement apolitiques, même s'ils suivent ce que disent leurs gouvernements. Mais lorsque vous parlez en privé avec des militaires, et comme j'étais à l'OTAN, je parlais à mes homologues qui étaient colonels, et à l'OTAN, c'est un niveau très élevé. Donc, lorsque vous commencez à parler avec ces personnes, vous pouvez comprendre qu'il existe un énorme fossé entre ce que l'Occident ou les anciennes armées européennes pensaient de la situation en Ukraine et ce que pense la Nouvelle Europe. Ce que nous voyons aujourd'hui en Europe, c'est l'influence de ces nouveaux pays européens. Nous voyons tous ces pays qui bordent la Russie, qui ont été nourris de cette haine envers la Russie pendant des siècles, ou au moins des décennies. Et le meilleur exemple, c'est Kaja Kallas, qui est aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Je veux dire, l'un des plus petits pays d'Europe qui est bénéficiaire net de l'aide européenne et non donateur, et qui représente 1,5 million de personnes. Ce n'est pas beaucoup, je pense. Mais malgré tout, cela guide la politique étrangère de l'Union européenne. Cela explique, dans une large mesure, je pense, ce changement de mentalité en Europe d'une part, mais aussi le fait que l'Europe est très liée aux États-Unis, ou les suit aveuglément. Je veux dire, quand on parle des pays baltes, je me souviens, à l'époque de la guerre froide, lorsque l'on entrait dans le hall d'entrée du département d'État à Washington, D.C. Désolé, pas à New York. Il y avait un immense hall avec tous les drapeaux de tous les pays. Et la première fois que j'y suis allé, c'était pendant la guerre froide. Il y avait évidemment tous les drapeaux des pays, évidemment celui de l'Union soviétique, etc. Mais il y avait aussi 3 drapeaux, ceux des États baltes, parce que les États-Unis n'ont jamais reconnu le fait qu'ils aient été intégrés à l'Union soviétique. Et il y avait un gouvernement en exil qui vivait aux États-Unis, ce qui explique en partie, ou éclaire un peu, le fait que les États baltes soient aveuglément attachés aux États-Unis. Quoi que disent les États-Unis, cela ferait office de Bible. Cela explique en partie ce type d'alignement. Il y a aussi des gens, je veux dire les Allemands, après la Seconde Guerre mondiale, ont gardé le sentiment que les États-Unis les avaient sauvés de la tyrannie et tout cela. Et on retrouve cela dans de nombreux pays. C'est pareil en Belgique, par exemple. C'est très fort. En France, probablement un peu moins. Mais en Belgique, il est très difficile de critiquer les États-Unis. Ils gardent une image très forte des libérateurs de 1945. C'est extrêmement vif dans la mémoire collective du pays. Et cela explique probablement pourquoi ces pays continuent de suivre les États-Unis, surtout en ce qui concerne la Russie. Si l'on regarde certaines déclarations aux États-Unis, par exemple, beaucoup de gens ne parviennent pas vraiment à faire la distinction entre l'Union soviétique et la Russie. Pour beaucoup, cela reste un pays communiste. Et c'est très étrange, mais c'est une réalité.
Nous avons donc ici une combinaison de facteurs qui rendent presque naturel pour l'Europe de suivre les États-Unis dans cette entreprise ukrainienne. Il y a probablement une multiplicité de facteurs. Je n'en ai mentionné que quelques-uns. Je ne dis pas qu'ils sont exclusifs, mais cela explique cet alignement qui me paraît irrationnel, car il ne repose pas sur une observation factuelle de ce qui a changé au cours des 30 dernières années. De toute évidence, la Russie est sortie de l'ère communiste avec un fort sentiment d'appartenance à l'Occident. Elle appartenait à la civilisation occidentale. Disons pas à l'Occident, mais à la civilisation occidentale. Et elle a fait de nombreuses tentatives pour rejoindre la communauté occidentale. Je me souviens qu'au début des années 90, la Suisse envisageait l'idée de rejoindre le partenariat pour la paix de l'OTAN. La Suisse s'interrogeait sur la question de la neutralité. Pour cette raison, nous avons consulté différents grands pays afin de voir comment ils percevraient la Suisse en tant que membre du partenariat pour la paix. Nous avons visité Bruxelles, l'OTAN, l'UPEL, Washington, D.C., mais nous sommes également allés à Moscou. Nous avons même rencontré le commandement le plus élevé de l'armée soviétique. Enfin, je veux dire l'armée russe, pas précisément soviétique, mais l'armée russe. Nous avons été surpris de voir à quel point ils étaient positifs à l'idée que la Suisse rejoigne l'OTAN. Enfin, pas rejoindre l'OTAN, car nous n'avons jamais rejoint l'OTAN, mais rejoindre le PFP. C'est à ce moment-là que les Russes ont également décidé que le partenariat pour la paix était envisageable pour eux. Ils voulaient aussi y adhérer. Absolument. Tout le monde voulait rejoindre le partenariat pour la paix parce qu'ils pensaient que c'était un bon cadre pour construire la maison européenne commune. C'est précisément le point. Ils nous l'ont dit directement. Nous étions vraiment avec le plus haut niveau du commandement des forces armées russes. Nous avons également rencontré certains politiciens de l'opposition, ainsi que du parti au pouvoir, et ainsi de suite. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, et toutes allaient dans le même sens. Ils étaient très positifs à propos de cette idée. À ce moment-là, ils ne voyaient pas l'OTAN comme une menace. Ils la considéraient comme une No One Opens plateforme commune en Europe pour discuter de sécurité. Et à un certain moment, cela a changé. À un certain moment, cette idée que peut-être grâce à l'OTAN, au partenariat pour la paix, à l'OSCE, etc., nous pourrions commencer à unifier, parce qu'évidemment, on part de positions très opposées à la sortie de la guerre froide, puis on construit lentement une plateforme commune, une architecture et une structure de sécurité. À un certain moment, cette idée est morte, ou a été sérieusement, vous savez, mise à mal. Pouvez-vous identifier quand et quel a été ce processus? Il est très difficile de définir un point précis, mais c'est probablement à peu près à ce moment-là. Je veux dire, le fait est que lorsque l'OTAN a commencé à envisager son élargissement, en particulier avec l'intégration des États baltes et tout cela, le discours de ces pays était de se protéger de la Russie. C'est à ce moment-là que la Russie est redevenue l'ennemi, non? Exactement. C'est précisément, je pense, le problème. Il n'y a donc pas de moment précis, mais c'est quelque part entre le milieu des années 90 et le début des années 2000 que ce changement s'est produit, parce que le récit devait évoluer, parce que la logique pour que la Russie rejoigne l'OTAN aurait été de créer cette maison commune que Gorbatchev souhaitait. Mais pour la nouvelle Europe, c'était un moyen de se protéger contre la Russie. Mais cela n'a aucun sens, car la Russie était à genoux. Je veux dire, tout le monde pouvait voir à quel point ils allaient mal, non? Ils traversaient des moments horribles dans les années 1990.
Et tout le monde le savait. Et les Russes eux-mêmes disaient, nous ne voulons plus de cela, nous voulons occidentaliser la Russie. Et pourtant, l'idée persistait. Et cela doit être, encore une fois, quelque chose d'irrationnel, une idée émotionnelle parmi les États, peut-être surtout ceux qui ont souffert sous la Russie, que l'on ne peut pas leur faire confiance, qu'il faut s'assurer de s'unir pendant qu'on le peut, pendant qu'ils sont faibles. Je veux dire, comment... Oh non, vous avez tout à fait raison. Et comme vous l'avez justement souligné, c'était purement émotionnel. Et c'est probablement aussi en partie lié, disons, au sentiment de culpabilité qu'ils cachent dans leur propre pays. Parce que vous savez, au bout du compte, j'ai vu à la télévision française des gens dire que les Estoniens et les Lettons ont souffert du KGB. Mais le KGB en Lettonie était un KGB letton. Kaja Kalistad était une fonctionnaire communiste. C'est à quel point c'est absurde. Ce sont ces gens-là qui disent « Nous avons souffert à cause d'eux ». Non, non, vous en avez profité. Toute votre famille, votre éducation, tout cela est arrivé parce qu'ils sont arrivés là où ils étaient, grâce aux Soviétiques, parce qu'ils ont collaboré. Cela va encore plus loin car sa famille, je parle de la famille élargie, avant d'être communiste, était en fait pro-nazi. Ce n'est pas surprenant. Je ne le savais pas, mais ce n'est pas surprenant. Un expert que j'ai entendu récemment a donné une très bonne explication, en expliquant que, dans les années 1950, surtout quand Khrouchtchev est arrivé au pouvoir, ils ont commencé à, disons, pardonner les personnes qui avaient été impliquées. Parce que une partie de la famille de Kaja Kallas a même été emprisonnée après la Seconde Guerre mondiale pour avoir apporté ce soutien. Je ne dis pas qu'ils étaient nazis à proprement parler, mais il y avait quelques petits partis en Estonie qui soutenaient les nazis de toute façon. Et ils ont été emprisonnés pour cela juste après la guerre. Mais ensuite, ils ont été graciés et on les a en fait forcés à entrer dans le Parti communiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces pays, le KGB était local. Ils parlaient estonien dans le parti de Riga, à Tallinn, et ainsi de suite. Ils parlaient leur langue locale, même pas le russe. Si vous lisez les journaux et documents du KGB de cette époque, ils étaient rédigés à la fois en russe et en estonien, letton ou lituanien. Donc d'une certaine manière, il y a un sentiment de culpabilité à ce sujet. Ils ont en fait opprimé leur propre peuple. Et vous savez peut-être, ou pas, que l'adhésion au Parti communiste était la plus forte dans ces pays-là. En Union soviétique, il y avait probablement au mieux environ 5% de la population qui était membre du Parti communiste. Mais si vous allez dans ces États baltes, cela montait à 20% ou quelque chose comme ça. Ils avaient probablement ce sentiment de culpabilité qui les poussait à s'y concentrer. Et ce n'est pas très différent de ce que l'on a vu en France juste après la guerre, où les gens, parce qu'ils ressentaient une très forte culpabilité, mettaient l'accent sur le rôle de l'ennemi. C'est la faute de l'autre, pas la mienne. Vous l'extériorisez. Vous l'extériorisez vers quelque chose que vous pouvez diaboliser, puis écarter. Je veux dire, même les Allemands l'ont extériorisé sur les nazis. C'est comme si les nazis étaient une nation différente, n'est-ce pas? Et vous pouvez projeter la culpabilité sur eux, et ainsi vous lavez les mains de toute innocence. Exactement. C'est exactement cela. Nous avons exactement le même processus. C'est ainsi que je le comprends. Donc c'est essentiellement émotionnel. Mais il y a une sorte de manière de laver le cerveau des gens. On efface cette culpabilité que l'on avait pendant les guerres mondiales et avant la Seconde Guerre mondiale, parce que tous ces pays, et cela se voit d'ailleurs dans les traditions qu'ils perpétuent, je veux dire, ils célèbrent encore les Allemands et des choses comme cela, ainsi que la participation à la Wehrmacht,
ou aux divisions SS, Waffen-SS. Donc ces personnes sont célébrées comme elles le sont au Canada, parce qu'au Canada, vous avez... En fait, c'était même un plan secret des Britanniques d'envoyer ces SS ukrainiens au Canada, parce qu'ils voulaient les utiliser plus tard pour déstabiliser l'Ukraine. Et cela a été révélé il y a quelques années. Donc il y avait alors, bien sûr, ces pays qui portaient une culpabilité pour avoir participé ou, disons, soutenu les nazis, car à un moment donné, ils ont été utilisés pour déstabiliser l'Union soviétique. Et il y avait tous ces aspects qui entraient en jeu. Voilà l'explication. Mais le point ici, c'est précisément ce que vous avez dit. C'est émotionnel. Ce n'est pas basé sur des faits. Il s'agit davantage d'effacer le passé que de construire l'avenir. Et c'est là que je vois un problème. Le passé est le passé. D'accord, c'est la réalité. Mais maintenant, comment voyez-vous, comment vous projetez-vous dans l'avenir? C'est la vraie question. Et nous voyons que les États baltes et la Pologne, dans une certaine mesure, ne sont pas sortis de ce problème. Ils restent encore solidement ancrés dans le passé, d'une certaine manière. Et on observe la même chose en Ukraine. La célébration de Stepan Bandera et tout ce qui s'y rattache montre que le passé joue un rôle immense dans la compréhension du conflit. Le passé récent, pas le passé lointain, mais le passé récent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cela donne une dimension émotionnelle au conflit, qui, à mon avis, du point de vue géopolitique, devrait être abandonné. Nous ne devons pas oublier le passé, mais nous devons comprendre ce qui appartient au passé et ce qui appartient à l'avenir. Et c'est un peu ce qui me manque dans ces pays qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, si j'étais ukrainien, je me battrais en tant qu'Ukrainien. Si j'étais russe, je me battrais en tant que russe, car on se bat pour son pays. Tout comme je me battrais pour la Suisse, comme je me battrais en tant que citoyen d'une communauté, en tant que membre d'une communauté. Et peu importe que cette communauté soit bonne ou mauvaise, c'est toujours une question de point de vue personnel. Le problème, c'est lorsque des personnes qui ne font pas partie de cette communauté commencent à avoir un avis partisan à ce sujet, et ça me dérange. Encore une fois, je comprends parfaitement, même si je suis critique envers ce que font les Ukrainiens ou les Russes. C'est leur point de vue, et ils se battent pour ce point de vue. Et je pense que d'une certaine manière, je peux comprendre cela. Mais je ne comprends pas la position de la Suisse. Je ne comprends pas la position de l'Allemagne. Je ne comprends pas la position de la France, qui sont évidemment des observateurs extérieurs, des acteurs extérieurs, et qui veulent agir comme s'ils étaient des acteurs directs. Et ils ne le font même pas directement, car ils utilisent, et c'est là qu'on peut discuter du mot proxy ou exécutant, des choses comme ça. Mais le fait est qu'ils utilisent l'Ukraine pour exprimer ou pour mettre en œuvre, si vous préférez, un conflit contre la Russie. Et c'est là que je pense qu'il y a une distorsion dans toute l'approche du conflit. Nous sommes devenus des acteurs du conflit, même si objectivement, nous ne le sommes pas. Non, je pense que tu as tout à fait raison. Le point ici, je suppose, c'est qu'il faut aussi parler de la perception que ces pays européens ont d'eux-mêmes. Surtout si l'on essaye d'expliquer cette situation à des collègues non européens qui vraiment, je veux dire en Indonésie, en Chine, regardent cela et se demandent « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les Européens ?» Je veux dire, il faut vraiment un peu d'explication ici. Mais la perception de soi, et la Suisse en est un exemple. Mais si l'on regarde le débat tel qu'il se déroule en Allemagne, les Allemands considèrent encore le fait de soutenir l'Ukraine non seulement comme une opposition à la Russie, mais aussi comme une manière de punir la Russie, parce qu'il ne faut surtout pas récompenser la Russie.
La Russie ne peut pas être récompensée par des territoires à l'Est, n'est-ce pas? Sinon, le petit enfant n'apprendra pas sa leçon. Donc nous, les adultes, devons donner une leçon à l'enfant russe, n'est-ce pas? Ce qui vous place dans cette position d'arbitre, l'arbitre de la vérité, l'arbitre du bien contre le mal, et ainsi de suite. Et c'est encore, jusqu'à présent, ainsi que les gens se perçoivent. Et les Suisses à un niveau moindre. Nous avions un pare-feu, vous savez, et notre pare-feu, pour éviter de commettre cette erreur, c'était notre neutralité. Mais nous avons aussi érodé cette neutralité, et maintenant franchi le pare-feu en prenant parti, idéologiquement, pour l'un des deux camps. Comment voyez-vous cela? Vous avez tout à fait raison. Et on peut établir ce lien entre ce que vous avez dit à propos de l'Allemagne et de la Suisse, car mon vieil ami Claude Wild, qui était ambassadeur de Suisse à Kiev jusqu'à l'année dernière, c'est un très vieil ami à moi, a été invité à la télévision suisse en novembre 2022 ou 2023, je crois, et il a donné une interview sur la situation en Ukraine. Et il a dit exactement ce que vous venez de dire. Si nous ne soutenons pas l'Ukraine, cela reviendrait à récompenser les Russes pour leur agression. Cela montre deux choses. Tout d'abord, que nous voulons punir la Russie, mais il n'y a jamais eu la même intention concernant les États-Unis en Irak ou les États-Unis en Afghanistan ou des situations similaires. Donc, on punit seulement ceux qu'on veut punir, mais il ne s'agit pas d'appliquer le droit international. C'est juste une punition fondée sur l'opportunisme politique. En fait, c'est ça. Et c'est extrêmement inquiétant. Je veux dire, si la Suisse, en tant que pays neutre, veut punir des gens parce qu'ils ne respectent pas le droit international, très bien, je suis d'accord pour le faire. Mais alors il faut le faire avec Israël, il faut le faire avec les États-Unis, il faut le faire avec le Royaume-Uni, il faut le faire avec la France, parce que tous ces pays bombardent des civils tous les jours, en violation de toutes les lois internationales possibles, sans aucun commentaire du gouvernement suisse. Donc, d'accord, si vous acceptez qu'il faut punir l'agresseur, alors il faut être cohérent. C'est le premier point. Le deuxième point est que, bien qu'il ait été l'ambassadeur suisse à Kiev, il ne semblait pas avoir compris exactement la logique des Russes pour entrer en Ukraine. Car je me souviens que la raison invoquée par les Russes pour lancer l'opération militaire spéciale le 24 février 2022 était de protéger les civils. C'est l'application du principe dit de la R2P, la responsabilité de protéger. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Géorgie en 2008. Et c'est exactement le même scénario que nous avons vu en Ukraine. Mais personne n'a argumenté contre l'Ukraine, malgré le fait que l'Ukraine avait préparé une offensive contre le Donbass depuis mars 2021. Et c'est le décret de Volodymyr Zelensky du 24 mars 2021 qui appelle à la reconquête de la Crimée et du Donbass. Nous avons donc ici une indication claire que quelque chose a été préparé par les Ukrainiens et ce que nous avons vu de la part des Russes, qu'on considère cela comme une bonne ou une mauvaise décision, on peut en débattre. Mais il s'agissait d'une réaction à quelque chose que personne n'a critiqué. Et cette ignorance des faits est pour moi le signe d'une administration très faible. Je veux dire, quand on parle d'un ambassadeur, c'est un poste administratif. Mais c'est une connaissance administrative très faible du conflit. Et il est probablement normal de critiquer la Russie. Mais alors il faut fonder la critique sur des éléments factuels et non sur quelque chose qui sort de nulle part et devient, comme nous l'avons expliqué précédemment, partial dans le sens où l'on ne critique qu'un camp et pas l'autre. Désolé, je voudrais juste ajouter que cette ignorance volontaire, cette cécité délibérée face à des faits très cruciaux du problème, va très loin en Europe.
Je veux dire, Nord Stream est probablement la preuve la plus évidente ici. Nous choisissons délibérément d'ignorer quelque chose qui, si l'on creusait un peu, montrerait que cela sape toute la logique de ce qui se passe. Et nous faisons cela avec tellement d'aspects. Nous effaçons de la mémoire tant d'éléments du conflit qu'il ne reste plus qu'une caricature. Et d'une manière ou d'une autre, cette caricature reste à la mode en Europe, et je ne comprends pas pourquoi. C'est le récit. Je veux dire, c'est ce dont nous avons déjà parlé sous le terme de récit. Nous sommes exactement là-dedans. Le problème, c'est que bien sûr, des pays comme l'Allemagne et la France n'ont jamais été neutres. Donc d'accord, ils peuvent prendre parti. Les États-Unis sont un allié de l'OTAN. Et donc il y a une alliance. Et probablement, même si l'alliance n'a jamais été impliquée en tant qu'alliance dans le conflit ukrainien, en tant que tel, ils restent des alliés. Et on peut dire qu'il existe certains liens. Le problème se pose quand on parle de la Suisse. Pourquoi cela? Nous ne sommes pas liés aux autres. Nous n'avons pas de relations institutionnelles qui, disons, justifieraient le fait que nous prenions parti. Et dans la même interview avec Claude Wild, c'était en novembre 2022, je crois, il a dit « Nous ne sommes pas neutres dans le conflit. La Suisse n'est pas neutre dans le conflit, mais nous appliquons le droit de la neutralité. » Le plus drôle, c'est qu'il est d'accord avec Lavrov. Lavrov a dit la même chose. La Suisse n'est pas neutre dans le conflit. Exactement. Absolument. Cela a été clairement dit à la télévision par l'ambassadeur qui à l'époque était chargé de représenter les intérêts suisses en Ukraine. Donc c'est une politique claire. La Suisse n'est pas neutre dans ce conflit. Et cela explique pourquoi cette question de la neutralité s'est en fait totalement effondrée avec le conflit en Ukraine. Et nous ne sommes plus, nous les Suisses je veux dire, nous ne sommes plus crédibles en tant qu'acteurs neutres, disons, sur la scène internationale. Et on le remarque quand on parle d'une possible rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, et que Trump cherche un lieu. On parle du Vatican, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de la Turquie. Plus personne ne mentionne la Suisse. Mais il y a 40 ans, le premier pays auquel on aurait pensé pour accueillir une telle conférence aurait été la Suisse. Oui. Je veux dire, c'est absolument logique. La Turquie, dans le conflit des grandes puissances, dans le conflit structurel, est bien plus neutre que la Suisse. La Turquie n'a pas imposé de sanctions à la Russie. La Turquie achète toujours du pétrole. La Turquie entretient encore une relation de travail. La Suisse, elle, n'a pas de relation de travail. La Suisse a imposé des sanctions. La Suisse a fermé son espace aérien à la Russie. Et quelqu'un doit m'expliquer comment un avion russe peut atteindre l'espace aérien suisse sans traverser l'espace aérien de l'UMIA. Je veux dire, ce genre de geste symbolique bidon, c'est ce que la Suisse a fait pour avoir l'air d'un bon élève dans le club des adultes. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que la Turquie a joué un rôle très particulier, car elle a été ferme à la fois envers les Russes et envers les Ukrainiens. Je veux dire, ils ont été durs dans les deux sens, si l'on peut dire. Cela maintient une approche équilibrée, mais déséquilibrée. Alors que la Suisse, comme vous l'avez justement dit, a clairement choisi un camp. Et pourquoi la Suisse devrait-elle faire cela? Elle aurait pu simplement garder le silence, tout simplement, ne rien dire. Mais il faut aussi comprendre que la pression, et je le sais de source très sûre, la pression exercée sur la Suisse au tout début du conflit, je veux dire début 2022, même avant le conflit, et en 2022, disons, la pression des États-Unis et de l'Union européenne a été énorme, énorme. Et je peux aussi comprendre que la Suisse, étant un pays enclavé au cœur de l'Union européenne, si l'Union européenne devait sanctionner la Suisse parce qu'elle soutenait la Russie, ce serait très difficile pour la Suisse. Je comprends cela, même si pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons survécu à une situation similaire.
even if during World War II we survived a similar situation. In fact, La chose rationnelle à faire dans cette situation est d'utiliser le discours sur la pression, afin d'expliquer aux deux parties pourquoi vous ne pouvez pas faire tout ce qu'elles veulent que vous fassiez. Ensuite, vous les montez l'une contre l'autre. Cela aurait été tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'espace aérien. I completely agree. I completely agree. So I don't take Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc je ne prends pas la pression que j'ai mentionnée auparavant comme une excuse. Je veux dire, c'est une explication, mais ce n'est pas une excuse. Parce qu'évidemment, le rôle de la diplomatie est précisément, et il y a quelque chose que nous avons un peu oublié dans notre neutralité en Europe. Et votre site web ou votre chaîne porte sur les études de la neutralité. Mais il y a un aspect que nous avons un peu oublié. La neutralité, ce n'est pas simplement le fait d'observer le conflit et de ne rien faire. Ce n'est pas cela, la neutralité, ou alors ce n'en est qu'un aspect. Mais je pense que si vous lisez la Convention de Vienne, je veux dire le traité de Vienne, qui a été le fondement, la base de la neutralité suisse, vous voyez que la Suisse devait en fait, à travers sa neutralité, protéger les grandes puissances en empêchant l'utilisation de son territoire. by preventing the use of its territory. Ils utilisent les mots « dans l'intérêt de l'Europe ». C'est dans le traité. Exactly in the interest of Europe, and that's a key point. Exactement. Dans l'intérêt de l'Europe. Et c'est un point clé. La neutralité n'est pas simplement le fait de se retirer et d'observer le conflit. Mais comment peut-on être utile? Je veux dire, aujourd'hui, il ne s'agit probablement plus de questions de territoire ou de choses de ce genre, même si l'on peut sans doute mentionner l'espace aérien, mais c'est une toute petite partie en Europe. Donc le territoire n'est pas vraiment le problème. Mais comment peut-on être utile? Cette neutralité doit être utile pour les différentes parties du conflit. Et le rôle de la Suisse, et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui, la neutralité pourrait offrir une partie d'une voie de sortie au conflit, aider à accueillir des négociations, être un acteur actif de la diplomatie, et une diplomatie constructive dans le sens de construire un accord entre les deux parties. Parce qu'aujourd'hui, nous comptons sur l'administration Trump pour cela. L'administration Trump se considère distincte de l'administration Biden et elle endosse le rôle de médiateur parce qu'elle estime que ce n'est pas les États-Unis, c'est Trump. Ainsi, la guerre en Ukraine était la guerre de Biden et la paix sera la paix de Trump. C'est en substance l'idée. Mais si nous avions un autre modèle, où la paix pourrait être une paix suisse, en maintenant la neutralité et en expliquant à nos partenaires que nous ne voulons soutenir personne, afin d'offrir une porte de sortie si nous devons en venir à une négociation. Car aujourd'hui, l'Europe n'en a aucune. Non, et c'est une situation très triste. Mais comme nous approchons de la fin, le dernier point est que la Suisse va organiser un référendum obligatoire. En fait, il aura lieu soit à la fin de cet automne, soit plus probablement au printemps 2026. L'enjeu principal est que nous inscririons une définition dans notre Constitution, et cette définition inclurait l'absence de sanctions. La Suisse n'applique pas de sanctions, à moins qu'elle ne soit approuvée par l'ONU. D'après vos observations, qu'en pensez-vous? Les chances sont-elles bonnes pour que cela soit accepté par 51% de la population et la majorité des cantons? Ou quel est votre avis à ce sujet? Je pense qu'il y a un problème en Suisse, dans le sens où je ne suis pas sûr que les gens comprennent ce qui est en jeu ici. Vous savez, j'ai remarqué, et si vous lisez les rapports sur la politique de sécurité que nous avons régulièrement en Suisse, y compris le rapport sur la situation sécuritaire de la Suisse, qui est publié chaque année par le service de renseignement suisse, vous remarquerez peut-être qu'auparavant, on parlait toujours de l'ordre international fondé sur le droit. Cette expression a totalement disparu de ces rapports.
Et aujourd'hui, on parle d'un ordre international fondé sur des règles. Lisez les derniers rapports, c'est frappant. Et personne n'en parle. Je veux dire, je n'ai pas vu de débat à ce sujet en Suisse. Nous avons accepté le cadrage. Mais le fait est que cela a des implications. Et les implications sont précisément ce que vous mentionnez à propos des sanctions, par exemple. Car selon le droit international, le seul organe habilité à imposer des sanctions, en réalité, est le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le seul organe qui, légalement, selon le droit international, a ce pouvoir. Pour une raison simple, dans la Charte, la question de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États est consacrée. C'est le document juridique suprême et les sanctions, en réalité, ont pour but d'influencer la politique intérieure des États. Par conséquent, il est logique que le même document qui devrait empêcher d'influencer les affaires intérieures ne doive pas non plus servir d'outil pour, si nécessaire, influencer ces mêmes affaires intérieures. Mais si l'on regarde au-delà de cela, cela n'a aucun sens. C'est donc un cas où, en appliquant l'ordre international fondé sur des règles, on peut simplement écarter ce que dit l'ONU. En fait, la Suisse s'est alignée sur les sanctions de l'UE membre en appliquant ses propres sanctions. Et vous vous souvenez peut-être de cet article dans le Washington Post, je crois que c'était l'année dernière en octobre, si je ne me trompe pas, où ils incluaient un graphique montrant les pays qui imposent le plus de sanctions. Et dans ce graphique, il y avait deux pays, enfin, il y en avait plusieurs. Les deux premiers étaient les États-Unis et la Suisse. Nous sommes le deuxième pays au monde à imposer le plus de sanctions, alors même que nous sommes neutres, alors même que nous nous sommes engagés à ne pas influencer les affaires intérieures d'autres pays. Et les sanctions sont justement conçues pour cela. Nous avons donc ici un problème fondamental en Suisse. Ces questions n'ont pas été débattues. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent le rôle de ces sanctions et quelles sont les implications pour nos relations avec le droit international. Et cela, je pense, est un aspect clé que personne n'a vraiment mis en avant dans le débat en Suisse. Non, et il faut absolument en discuter. Mais, vous savez, heureusement, colonel Baud, heureusement, nous n'imposons pas de sanctions à Israël. Heureusement, nous n'imposons pas de sanctions aux États-Unis. Heureusement, nous n'imposons de sanctions à personne. Même plus à la Syrie, n'est-ce pas? Je veux dire, nous n'imposons de sanctions à personne que l'OTAN apprécie. C'est une bonne nouvelle. C'est pour cela que nous restons neutres. Enfin, bon, c'est insensé. Colonel Jacques Baud, où les gens peuvent-ils aller s'ils veulent lire davantage de travaux? Oh, j'ai plusieurs livres, et la semaine prochaine, mon dernier livre sera publié. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon et dans les bonnes librairies. Le prochain porte sur les guerres secrètes en Ukraine, qui traite en grande partie de toute cette guerre d'influence qui se déroule autour de l'Ukraine. Je n'ai pas de chaîne YouTube, ni rien de ce genre, car je n'ai pas assez de temps pour cela. Mais je suis invité sur plusieurs chaînes, et je suis heureux de contribuer, disons, à une façon de penser un peu moins folle. C'est une très bonne chose, et nous vous en sommes très reconnaissants. J'espère que nous pourrons discuter de votre livre une fois que vous aurez terminé votre tournée et en parler plus en détail. Je serai ravi de le présenter à tout le monde. Colonel Jacques Baud, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci.